Il est 13h, bonjour à tous, merci de votre attention. Voici les titres à la une de l'actualité ce mercredi. Les audiences du chef de l'État, le président Alassane Ouattara a reçu la lettre de créance des ambassadeurs désignés de la Mauritanie, de l'Italie, de l'Espagne, de la Sierra Leone et de l'Indonésie. Ces 5 diplomates se sont réjouis de l'excellence des relations de coopération qui existent entre leur pays et la Côte d'Ivoire. Nous sommes le 1er décembre 2021, la journée mondiale de lutte contre le sida est célébrée ce jour autour du thème « Mettre fin aux inégalités, mettre fin au sida et aux pandémies au niveau national, réduire les inégalités pour vaincre le sida ». À suivre dans cette édition le message du gouvernement qui sera lu par le ministre de la Santé, Pierre Dimbo. Une série dénommée Cache-Cache, une idée originale de film d'action 100% made in Côte d'Ivoire dont les diffusions débutent exclusivement sur RTI 1 dimanche prochain à 20h50. Hier mardi au Cinéma Majestic, c'était la grande première de ce film en présence d'un parterre de personnalités du monde de l'audiovisuel. Des précisions dans cette édition, voilà pour l'essentiel. Oui, bonjour à tous et merci de nous rejoindre, de nous suivre pour cette demi-heure d'information. On ouvre ce journal avec cette actualité signalée du côté du palais présidentiel. Un conseil des ministres se tient ce mercredi 1er décembre 2021 au palais présidentiel en présence du chef de l'État Alassane Ouattara. Nous y reviendrons dans l'édition de 20h. Et on poursuit le cours normal de cette édition pour dire que la Côte d'Ivoire se prépare à accueillir un hôte de marque, le président sud-africain Cyril Ramaphosa, en visite de travail de 72 heures dans notre pays. Il arrive en fin d'après-midi à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Cette visite de travail sera pour lui l'occasion de passer en revue plusieurs dossiers portant sur la coopération entre son pays et le nôtre, la Côte d'Ivoire. Cyril Ramaphosa, le président sud-africain, et le président de la République Alassane Ouattara échangeront donc sur les perspectives de renforcement de cette coopération entre leurs pays. Et parlons justement de coopération. Qu'en est-il du point de la coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud? Mahama Traoré nous en parle. Côte d'Ivoire, Afrique du Sud. Les sillons de la coopération ont été tracés par deux grandes figures politiques du continent, feu les présidents Félix Houphouët-Boigny et Nelson Mandela. Alassane Ouattara était alors Premier ministre de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui président de la République, il entend revitaliser les relations diplomatiques établies avec la nation arc-en-ciel depuis le 21 mai 1992. Une vision que partage son homologue sud-africain Cyril Ramaphosa en fonction depuis le 14 février 2018. Entre les deux pays, aucun visa n'est requis pour les détenteurs de passeports diplomatiques ou de services pour un séjour n'excédant pas 30 jours. Il existe aussi une convention de coopération pour la gestion technique du parc animalier d'Abo-Kwamekro, signée le 26 juillet 1990. Mais il faut aller plus loin. C'est d'ailleurs pourquoi Abidjan a abrité en octobre dernier la première session de la Grande Commission mixte Côte d'Ivoire-Afrique du Sud. Sur le plan économique, le volume des échanges s'est situé à plus de 370 milliards de francs CFA en 2020 contre 291 milliards en 2019. Il est à noter aussi la présence d'entreprises sud-africaines dans les secteurs ivoiriens des mines, des banques et de la téléphonie mobile. Mais ces chiffres sont bien en deçà du potentiel respectif des deux pays, l'Afrique du Sud étant le seul pays africain membre du G20, le groupe des 20 premières économies mondiales, et la Côte d'Ivoire, un pays qui enchaîne les performances économiques ces 10 dernières années. La visite officielle de Cyril Ramaphosa à Abidjan s'annonce donc prometteuse pour l'avenir des relations ivoiro-sud-africaines. Et on continue de parler de renforcement de coopération entre les États. Le président de la République Alassane Ouattara, nous le disions à l'instant dans les titres, a reçu la lettre de créance des ambassadeurs désignés de la Mauritanie, de l'Italie, de l'Espagne, de la Sierra Leone et de l'Indonésie. Ces 5 diplomates se sont réjouis de l'excellence des relations de coopération qui existent entre leur pays et la Côte d'Ivoire. À Ouattouré. L'intégration sous-régionale, le projet d'interconnexion des réseaux électriques de la Côte d'Ivoire, du Libéria, de la Sierra Leone et de la Guinée en est la parfaite illustration. Conduite par Côte d'Ivoire Énergie, ce projet vise à établir un marché d'électricité dynamique dans la sous-région ouest africaine et à sécuriser l'approvisionnement en électricité des pays concernés. Le vice-président sierra-léonais Mohamed Julde Diallo, au nom du président Julius Maada Bio, a remercié le président de la République Alassane Ouattara
pour la matérialisation de ce projet avant de saluer son leadership en matière d'intégration africaine. Le projet Transco-CLSG, ce projet qui est lié Côte d'Ivoire, Libéria, Sierra Leone et Guinée, ça nous permettra d'avoir d'ici quelques années 26 mégawatts. Là, on va commencer avec 10 mégawatts qui va progressivement aller sur 27 mégawatts. Et ça va nous permettre, en tant que pays Sierra Leone, pour électrifier la zone sud-est de Sierra Leone, ça c'est la zone minière. Avec ces genres de projets, ça va aider la Sierra Leone à développer une sorte de capacité nationale pour la production, aider les moyens et petites entreprises et aussi améliorer la vie des Sierra Leonais. En fin de mission, l'ambassadeur du Japon en Côte d'Ivoire est venu faire ses adieux au chef de l'État, le président de la République Alassane Ouattara. L'occasion pour le diplomate nippon de faire avec lui le point sur les relations de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Japon, notamment dans les domaines de la santé, des infrastructures routières et de l'électricité. J'ai abordé le bilan de la coopération du développement en Côte d'Ivoire. Il y a plusieurs projets qui sont en train et bientôt commencer. Par exemple, la phase 2 de la construction de l'échangeur amitié ivoiro-japonais et puis la construction de 3 échangeurs sur boulevard François Mitterrand. Et en ce qui concerne le projet de renforcement de réseau électrique sera bientôt entamé. L'ambassadeur Kuriamitsu Hideaki s'est par ailleurs réjoui de l'entrée en vigueur de l'accord de promotion et de protection des investissements privés ainsi que la création du comité d'aménagement et d'amélioration du climat des affaires. Un reportage signé à Ouattouré. La première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, a accepté de parrainer le lancement de la campagne dénommée des villes et communes de la Côte d'Ivoire sans enfants en situation de rue. L'initiative est du réseau des femmes élues locales de Côte d'Ivoire, le REFELA Côte d'Ivoire, en partenariat avec l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, l'UVICOSI et le ministère de la Famille, de la Femme et de l'Enfant. Viviane Haïma. Selon des données récentes, en Côte d'Ivoire, c'est près d'1 million d'enfants et de jeunes qui vivent aujourd'hui dans la rue, livrés à eux-mêmes. Devant l'ampleur et la gravité du phénomène, gouvernements et ONG sont à pied d'œuvre. À leurs efforts vient s'ajouter désormais ceux des élus locaux en charge des villes et communes de Côte d'Ivoire. Le projet porté par le réseau des femmes élues locales de Côte d'Ivoire avec le soutien de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, l'UVICOSI, a pour objectif d'assister et de donner un avenir à 100 000 enfants de la rue d'ici 5 ans. Le lancement officiel ce mardi de ce projet humanitaire dénommé « Des villes et communes de Côte d'Ivoire sans enfants en situation de rue » a bénéficié du parrainage de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. Il nous apparaît en effet inacceptable de voir certains des enfants dans nos villes, réduits à vivre dans la rue et exposés journellement à toutes sortes de dangers. Il s'agit pour les élus locaux de Côte d'Ivoire, en tant que femmes, de mutualiser nos efforts avec l'État et de jouer ainsi notre partition dans cette lutte mondiale pour 0 enfant en situation de rue. Le défi qui s'impose à nous aujourd'hui, ce sont les enfants en situation de rue. Là encore, Madame la Première Dame, nous avons besoin de votre expérience. Nous avons besoin de votre coaching éclairé. Nous avons besoin de votre constante sollicitude. Les maires de Côte d'Ivoire, les gestionnaires des cités voudraient prendre l'engagement solennel aujourd'hui, à la suite du REFELA, mais surtout compter sur votre soutien. Nous voudrons vraiment vous remercier pour la bénédiction que vous accordez au REFELA et pour votre soutien à vos filles, et à vos sœurs qui ambitionnent de faire sortir de la rue 100 000 enfants sur les 5 prochaines années. Pour sa réalisation, le projet va bénéficier de l'appui technique du ministère de la Famille, de la Femme et de l'Enfant. Aujourd'hui, la menace djihadiste est à nos portes. Prospérant sur le terreau du désespoir, de la misère, de l'absence des actions de l'État,
Il nous faut de l'anticipation afin de proposer à nos enfants de meilleures perspectives en matière de resocialisation, de formation et d'insertion. Un comité national de suivi est d'ores et déjà mis en place. La première dame de Côte d'Ivoire a été sollicitée pour apporter son coaching. La campagne des villes et communes de Côte d'Ivoire sans enfants en situation de rue nous apparaît comme une réponse adéquate à ce fléau. L'ambitieux objectif de cette campagne de contribuer à la protection, à la prise en charge et à l'insertion scolaire ou professionnelle de 100 000 enfants en situation de rue d'ici à 2025 sera un véritable catalyseur de la lutte contre ce phénomène. Le REFELA Côte d'Ivoire et l'UVIC aussi apportent ainsi leur pierre à la solidarité nationale. À l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, hier mardi, 6 projets de loi ont été adoptés au cours d'une plénière présidée par le vice-président de l'institution, Adama Bictogo, et cela en présence de 242 députés sur les 253 que compte l'institution. Au nombre de ces projets de loi figure le projet de loi de finances portant budget de l'État pour l'année 2022, ainsi que le projet de loi portant modification du code pénal. Dangui. Contrairement à une certaine rumeur en circulation dans l'opinion publique, les députés n'ont pas voté ce mardi une loi légalisant l'homosexualité en Côte d'Ivoire. Ils ont plutôt voté les projets de loi portant modification du code pénal et celui relatif aux mesures de protection des victimes de violences. Ces 10 projets ont été adoptés à l'unanimité par les députés présents. Les députés n'ont pas voté pour l'homosexualité, ils ont plutôt voté contre l'homosexualité en Côte d'Ivoire. Jamais le Parlement ivoirien ne possède de texte dans lequel allusion est faite à l'orientation sexuelle comme cause ou base de répression. Sans susciter autant de passion que le projet de loi précédent, le projet de loi de finances portant budget de l'État pour l'année 2022 à hauteur d'un peu plus de 9 900 milliards de francs CFA a été également adopté à la majorité des députés présents. Étant membre et ayant suivi tous les débats de fond en comble, que nous votions cette loi pour le bénéfice des populations de Côte d'Ivoire. Nous jugeons que vraiment c'est bien sûr, n'est-ce pas, d'accompagner non seulement le gouvernement, mais le président de la République pour que les populations ivoiriennes puissent être satisfaites dans leurs besoins. Je crois qu'il est normal que nous jouons notre rôle, c'est celui de créer la diligence qui permette à l'État de pouvoir continuer son fonctionnement. Après avoir présidé cette session ordinaire de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo, vice-président, estime que les députés se sont accordés sur l'essentiel. Par la posture que nous avons, par l'image que nous offrons, que les débats de ce jour allaient au-delà de nos appartenances politiques. Nous avons tous pensé, Côte d'Ivoire, qu'il n'a pas été question de voter une loi portant la légalisation sur l'homosexualité. Plusieurs autres projets de loi ont été adoptés lors de cette séance plénière, notamment le projet de loi portant règlement du budget de l'État pour l'année 2020 et la loi de finances rectificative portant budget de l'État pour l'année 2021. Et sortons des parvis de l'Assemblée nationale pour parler d'EVA. L'EVA dans la région du Gontogo, c'est le sujet du dossier EcoPlus proposé par notre reporter Noël Gnagno. Il nous confie qu'en plus de l'anacarde, l'EVA se fait une place dans le secteur agricole de cette région. On compte à ce jour 8000 planteurs identifiés pour une superficie exploitée de plus de 4200 hectares. Comment cette culture contribue à l'amélioration des revenus des populations de cette région? Reportage. Kwamekra, Kobena Kuma, deux figures de l'hévéaculture dans la région du Gontogo, avec chacun une histoire. Après l'école, moi j'ai fait un peu un retour au village. C'est quand je suis arrivé, un certain monsieur Thomas, qui faisait la promotion du VIA dans notre région. Il en a parlé, bon, j'ai pris goût. Et j'ai fait, je crois, 1,5 hectare. Tout ce que vous voyez, c'était une grande pépinière, quelque chose de 21 hectares de JBG que nous avons transformé en plantation.
de 2007 jusqu'à aujourd'hui. En tout cas, toute cette plantation que vous voyez, ça a été une plantation de JBG. Parmi les précurseurs de cette spéculation, dans la région, l'honorable Kobena Thomas. J'étais député dans les années 96. Et la première préoccupation que j'ai compris chez mes parents, c'était que le cacao qui était la culture des rentes chez nous avait disparu à cause des grands feux de brousse que nous avons connus en 84. Et donc il fallait trouver un produit de substitution qui puisse répondre. Avec les études pédologiques qu'on avait sous la main, je pouvais comprendre que l'EVA était un très bon produit qui pouvait être le produit de substitution. Sur quoi repose cette conviction? L'EVA, c'est une culture qui permet de reforester. Contrairement au cacao, c'est une plante qui pivote. Il peut aller jusqu'à 2 mètres à 2,50 mètres dans le sol, ce qui fait qu'il résiste à toutes les sécheresses qu'il y a. Zone de prédilection de l'Anacad, le Gontougo est devenu une zone d'extension de l'EVA. Dans cette zone du Gontougo, vous avez près de 75 000 hectares de forêts dégradées. Et donc l'EVA est opportunément une occasion donc, de faire du reboisement dans la zone et en même temps servir nos parents de Gontougo. Plus de 3 décennies après, ils sont plus de 8000 planteurs dans la région avec des productions qui couvrent 10 mois sur 12 et les rendements sont significatifs. Et lorsque nous faisons les comparaisons, nous nous rendons compte que le rendement que nous avons au niveau de notre région est identique à ce qu'on a au niveau des régions forestières. À partir d'avril, on commence à la saigner jusqu'à dans le mois de janvier. À partir du 15 janvier, on arrête la saignée. C'est près de 700 tonnes qui sont produites chaque mois. Nos chiffres, on estime autour de 8 000 à 9 000 hectares de plantations dans cette zone. Autre acquis notable, les paysans producteurs ont compris l'association avec d'autres spéculations. D'autres ont dit que ça ne pouvait pas se marier. Mais quand j'ai fait la première expérience, ça a pris. Parce qu'un jour, je me rappelais très bien quand j'étais dans mon champ, dans le nouveau champ d'Ignam, après le piquetage, je plantais. Un passant qui passait par là m'a interpellé. Alors il a fait des vifs reproches qu'il ne s'agissait pas de faire un champ de VA en contemplant l'Ignam en même temps et puis les choses. Il fallait faire le champ libre. Je lui ai dit, monsieur, je vais expérimenter quelque chose. Je l'ai fait, 2 ans après, ça a pris forme. C'est riche de ces connaissances qu'ils sont venus participer au clou des journées de l'administration agricole délocalisée aux couleurs de leur fêtière. Nous sommes très satisfaits et on souhaiterait que tout le monde plante l'EVA et que d'ici quelques années, le couvert végétal reprenne correctement. Seulement voilà, le lait du diable se commercialise difficilement. Il y a 4000 plantations ici, il y a encore du travail, c'est vrai, parce qu'il n'y a pas suffisamment de pont bascule, il n'y a pas d'usine. Dans l'avenir, il faudra travailler sur le sujet du Gontougo, pour savoir comment faire pour aider les planteurs à commercialiser leur caoutchouc. Pour l'instant, ils sont livrés à eux-mêmes, c'est difficile. Expression de la diversification agricole, donc diversification des revenus des producteurs, l'équation de la commercialisation est au cœur de l'action gouvernementale, surtout que l'introduction de l'EVA dans la région est source de création d'emplois pour les jeunes. Ce qui est intéressant dans l'EVA-culture, même si vous n'avez pas de terre et que vous ne voulez pas vraiment vous adonner à la culture d'EVA, vous pouvez être un seigneur. Un seigneur à entre 100 et 150 000 francs par mois. Et nous en avons besoin. Il encadre à peu près 3 hectares, c'est-à-dire 1600 pieds à peu près. Et ça donne bien à manger, ça donne bien à vivre. Nous avons instruit le conseil EVA Palmier à Huile de faire en sorte qu'il y ait une usine qui s'installe dans la localité. Et cela va permettre que tous les producteurs vont aller vers ces usines-là. Et je crois que ça sera salutaire pour nos parents. Tout cela participe de la politique de diversification agricole. Au-delà de l'Anacad, nous avons aussi l'EVA-culture que nous avons initiée dans la région et qui produit bien. Premier producteur africain d'EVA depuis plus de 2 décennies avec 950 000 tonnes en 2020 et 4e au plan mondial, ces nouvelles opportunités de plantation vont conforter le leadership de la Côte d'Ivoire.
L'EVA dans le Grand-Togo, un sujet signé Noël Gnagno, et on reste avec les acteurs du monde agricole. Ceux de la filière mangue se sont réunis au cours d'un atelier de réflexion initié par l'Observatoire national sur la compétitivité des entreprises. Il s'agit pour eux d'échanger autour de questions liées à la commercialisation, à la qualité de la production et de la transformation de ce fruit, mais aussi de poser le diagnostic des problèmes qui touchent ce fruit, aujourd'hui classé parmi les fruits les plus exportés sur les marchés internationaux. C'est ce que nous dit Mama Traoré. Sa production annuelle est estimée à plus de 180 000 tonnes et sa contribution au produit intérieur brut, PIB, est à hauteur de 4%. La mangue est le troisième fruit d'exportation derrière la banane dessert et l'ananas. La qualité de la production fortement menacée par les vergers malades, la commercialisation et la transformation sont actuellement les difficultés auxquelles les acteurs sont confrontés. La tenue de cette rencontre thématique sur la compétitivité de la filière agro-industrielle de la mangue entend y apporter des réponses. Il faut entreprendre des actions pour que la mangue arrive sur tous les marchés. Un autre défi aussi au niveau de la mangue fraîche, c'est la transformation du produit même. Il faut qu'on ait des produits dérivés de la mangue séchée. Donc c'est un secteur, une filière qui regorge beaucoup de potentialités, mais il y a du travail à faire pour que ça soit à la hauteur de l'espérance. Avec 35 000 tonnes de mangue fraîche exportées par an, la Côte d'Ivoire se hisse au premier rang des pays africains exportateurs du fruit sur le marché de l'Union européenne et troisième fournisseur mondial. Pour l'État, les initiatives locales sont donc à encourager afin d'accroître les rendements. Il apparaît indispensable d'œuvrer ensemble à trouver les voies et moyens pour le plein épanouissement de la culture de la mangue qui recèle de réelles potentialités pour notre économie. C'est à cet exercice de réflexion que vous êtes appelés aujourd'hui. Il vous appartiendra, en conséquence, de proposer des solutions pérennes et innovantes pour une filière agro-industrielle de la mangue davantage compétitive. La culture de la mangue constitue aujourd'hui une importante source de revenus agricoles et d'emplois pour les populations, notamment dans les régions nord du pays, en particulier chez les femmes et les jeunes. Et si l'on veut réussir à relever tous ces défis, il faut s'assurer de rester en bonne santé, à suivre l'évolution de la Covid-19 en Côte d'Ivoire. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré hier mardi 30 novembre 2021 12 nouveaux cas de Covid-19 sur 2103 échantillons prélevés, soit 0,6% de cas positifs, 18 guéris, 0 décès. À la date donc du 30 novembre 2021, la Côte d'Ivoire, notre pays, compte donc 61 724 cas confirmés, dont 60 739 personnes guéries, 704 décès et 281 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 1 151 972. Le 29 novembre, 47 339 doses de vaccins ont été administrées, soit un total de 4 487 409 doses du 1er mars au 29 novembre. Le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique, de la couverture maladie universelle, rappelons-le, invite toutes les personnes de plus de 18 ans à se faire vacciner dans les centres de vaccination. La vaccination contre la Covid-19 qui, rappelons-le, est gratuite et volontaire. Et nous sommes le 1er décembre 2021, la journée mondiale de lutte contre le sida est célébrée ce jour. Le thème retenu pour cette année est mettre fin aux inégalités, mettre fin au sida et aux pandémies au niveau national, réduire les inégalités pour vaincre le sida. Invitation adressée à tous les acteurs, le gouvernement, les partenaires techniques, financiers, les populations. Le message du gouvernement est lu par le ministre de la Santé, Pierre Damba. Eugène Atoubé. L'édition 2021 de la Journée mondiale de lutte contre le sida se veut un temps de bilan de la lutte que mène la Côte d'Ivoire pour l'éradication de cette pandémie. Les dernières données de lutte contre le sida dans notre pays indiquent que l'infection VIH-sida est en baisse constante depuis de nombreuses années, marquée par une prévalence dans la population générale qui est passée de 3,8% en 2010 à 2,1% en 2020, avec une incidence passant de 1,14 pour 1000 personnes en 2010 à 0,24 pour 1000 personnes en 2020. Et d'autre part, par une diminution du nombre de personnes nouvellement infectées par le VIH en 2020 qui est de 6 200 contre 22 000 en 2010, ce qui représente une baisse de 72%. Les enfants de 0 à 14 ans ont représenté 5,6% de cette nouvelle infection. Les décès liés au sida ont également connu une baisse en 2020 avec 9 400 cas de décès contre 31 000 en 2010. Soit une baisse de 69%.
380 000 personnes en Côte d'Ivoire vivent avec le VIH-Sida et parmi elles, 285 000 sont sous traitement antirétroviral. Le pays, selon le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, peut se féliciter des progrès réalisés et comme preuve, la baisse à la fois des nouvelles infections et des décès liés au sida, favorisée par l'engagement de tous les acteurs de la lutte contre le sida. Ce sont notamment les partenaires techniques et financiers, le système des Nations Unies, la société civile dans sa diversité, les leaders religieux et les leaders d'opinion. Pour autant, les défis restent nombreux. Malgré les progrès réalisés dans la lutte contre le sida, depuis bientôt 4 décennies, les personnes vivant avec le VIH restent confrontées à la discrimination et à la stigmatisation sous différentes formes. Aussi bien dans les communautés, dans les familles, dans le milieu du travail et même dans certains services de santé. Nous ne devons pas omettre les violences basées sur le genre, les violations des droits humains des populations clés et les pressions sociales qui demeurent également des facteurs qui contribuent à entretenir la propagation du VIH-Sida au sein des communautés et alourdissent l'impact de l'épidémie sur les individus, la famille et les communautés. L'État de Côte d'Ivoire prend toute sa part dans l'effort mondial pour arriver à l'élimination du sida comme menace de santé publique en 2030. 40 ans après sa découverte, le sida demeure toujours une pandémie dans l'ombre de la Covid-19. Et dans le domaine de l'éducation, 300 kits scolaires ont été remis aux meilleurs élèves des établissements scolaires de Séchy dans le département d'Agboville. En plus de ces kits scolaires, l'ONG KS Vision, dirigée par un Ivoirien vivant aux États-Unis, Kanté Soumaïla, a fait don de matériel informatique à la sous-préfecture de Séchy et une sirène au groupe scolaire de cette localité. C'est Forazeki. Venir en aide aux populations défavorisées, mais surtout promouvoir l'excellence. C'est le sens de l'action menée par l'ONG KS Vision à Séchy dans le département d'Agboville. Elle a offert 300 kits scolaires aux meilleurs élèves de cette sous-préfecture. Ce don, un véritable soulagement pour les apprenants et leurs parents. Je suis contente. C'est une œuvre de générosité et d'encouragement pour nos enfants. Ça nous va vraiment droit au cœur. Nous disons encore merci. Cadre de cette localité, Soumaïla Kanté, le président de l'ONG KS Vision, veut à travers cette action venir en aide aux personnes les plus démunies, mais surtout encourager les élèves à l'excellence. C'est pour donner l'engouement aux enfants pour travailler davantage afin que Séchy et sa sous-préfecture regorgent de futurs cadres, de futurs représentants de l'État dans les 15-20 années à venir. L'ONG KS Vision existe depuis 15 ans. Ses missions, la promotion de l'éducation, la santé, la scolarisation de la jeune fille et l'autonomisation des jeunes. Et la RTI qui continue d'explorer des voies et moyens pour maintenir son audience et l'améliorer. Mesdames et messieurs, une histoire qui commence par un braquage, puis se transforme en prise d'otage avec en toile de fond le désir ardent d'assouvir une vengeance personnelle. Voici ce que l'on pourrait retenir comme premier jet de ce que vous réservera la série Cache-Cache, une idée originale de film d'action 100% Made in Côte d'Ivoire, dont la diffusion débute exclusivement sur RTI 1 dimanche prochain à 20h50. Hier, mardi 30 novembre, au cinéma Majestic dans la commune de Marcory, c'était la grande première de ce film, diffusé en présence d'un parterre de personnalités du monde de l'audiovisuel. Les détails dans ce reportage de Walter Amadou Ouattara. Faire face au cas de conscience et à des trahisons internes pendant qu'un inspecteur commande une opération contre un braquage de banque. S'ouvre ainsi un duel. D'un côté, Nicolas Moine dans le bon rôle de Willy et Maoula Kane dans celui du malfrat à la tête du gang nommé Lino. Cache-Cache, une coproduction de la radio-télévision ivoirienne à travers RTI Productions. Cache-Cache, en fait, ça démarre comme un braquage, mais ça se finit par une soif de vengeance parce que c'est un film d'action. Il faut aimer les actions, mais il y a beaucoup de suspense, c'est très bien écrit, les dialogues sont très affinés, il y a beaucoup de subtilité, donc on dit que c'est tout public. L'un des acteurs principaux de Cache-Cache est Nicolas Moine.
Homme de théâtre d'origine camerounaise et guadeloupéenne de par sa mère, il dit être impressionné par cette coproduction cinématographique. C'était un projet qui était tout de suite ambitieux de par le style filmique. Et ensuite, quand j'ai lu le scénario, je me suis dit en fait que c'était encore plus ambitieux. Et quand je me suis rendu compte, en ayant les informations de tout le staff de la RTI, que c'était en fait un jeune talent ivoirien qui avait pitché en fait cette série en 2015. Je me suis dit, ok, d'accord, en plus de ça, c'était un projet avant-gardiste. À la sortie de la grande première de Cache-Cache, tenue dans une salle de cinéma à Makori, avec une présence de personnalités du monde de l'audiovisuel, anonymes et visages connus, sont visiblement fascinés par la qualité de cette série. Je ressors vraiment ébloui par la qualité de ce chef-d'œuvre-là. Je pense que c'est un chef-d'œuvre, il faut le dire. Bravo encore à la RTI, notamment RTI Distribution, au groupe RTI, pour ce magnifique, magnifique film-là. C'est une série dont on ne peut se lasser. Je pense que vraiment la Côte d'Ivoire est véritablement en marche au point de vue cinématographique. Bravo encore à la RTI. Pendant que je regardais le film, j'avais l'impression que c'était une série américaine. Et je crois que c'est un tout début pour la Côte d'Ivoire. Et je pense que c'est quelque chose qu'on doit encourager. Vraiment, félicitations à eux. Et je leur souhaite bon courage pour la suite. À travers cette énième coproduction, le représentant du directeur général, Fosseni Dambélé, laisse entrevoir les ambitions du groupe RTI. La série Cache-Cache est une illustration des ambitions du groupe RTI, résolument engagé dans l'écosystème des séries télévisées et des fictions en général. Offrir des opportunités aux scénaristes, faire éclore de nouveaux talents, enrichir les contenus pour nos chaînes. Cache-Cache s'annonce comme une œuvre détonnante, captivante et pleine de promesses. Cache-Cache, c'est exclusivement sur RTI 1 le dimanche 5 décembre 2021 à 20h50. L'épisode dure 26 minutes. Et voilà ce que l'on pouvait retenir de l'actualité dans cette édition. Et juste avant de refermer les pages de cette édition, rappelons qu'un conseil des ministres se tient en ce moment du côté du palais présidentiel, comme vous pouvez le voir sur ces images. Conseil des ministres présidé par le chef de l'État, Alassane Ouattara. Nous y reviendrons dans notre édition de 20h. Merci de nous avoir suivis. Dieu garde la Côte d'Ivoire.